On est de retour en compagnie de M. Serge Simard. Ça va bien ce matin? Ça va très bien, oui. Écoute, on faisait des blagues juste avant de débuter. M. Simard, on a beaucoup de dossiers ce matin à explorer ensemble. D'abord, on va revenir. La semaine dernière, annonce dans les médias comme quoi vous allez solliciter un prochain mandat, troisième mandat pour l'automne prochain, en fait. Qu'est-ce qui vous a amené à retenter votre chance? D'abord, premièrement, je vais vous dire que c'est une réflexion qui se fait en famille, bien sûr, parce que on fait bien des sacrifices lorsqu'on représente une population. Il faut être présent à Québec 3 jours par semaine, des fois 5 jours. Et puis, il faut bien comprendre, c'est la famille qui est délaissée. Là. On est de l'autre côté du parc. Et j'ai parlé de ça, moi, avec ma famille, avec ma femme surtout, parce que c'est ma conjointe, c'est quand même elle qui subit. Avec qui on partage la vie. C'est ça. Ça fait que... Mais ensemble, on a décidé que, après avoir discuté, qu'il y avait des dossiers qui étaient importants pour ma région. Parce que moi, vous savez, quand je représente ma région, l'autre côté du parc, je la représente, là. Les ministres me connaissent, puis ils savent comment je suis fatigant sur beaucoup de dossiers. Parce que moi, je veux que les choses avancent. Puis c'est pas moi qui le dis. Quand ils viennent ici, ils le disent. Vous savez, lui, là, c'est un accro, là, je veux dire. Oui. Comme le premier ministre avait repris votre formule, du pain puis du beurre. Exactement. Parce que moi, ce qui me préoccupe, c'est justement, c'est mettre du pain sur la table des gens de ma région. Pour qu'on puisse y gagner notre vie. Pour que les jeunes, la génération future, puissent gagner sa vie, vivre ici, être heureux. Et bien sûr, pour ça, il faut avoir du pain sur la table de nos enfants. Fait que l'objectif, c'est celui-là. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'y aller. Il y a des projets intéressants. On va faire peut-être la nomenclature. On a BlackRock qui est là. On travaille depuis plusieurs années avec. On a Ariane Phosphate, possiblement aussi, qui pourrait être mis rapidement sur les rails pour encore créer des emplois. Sur le port, on a bien sûr une fonderie qui est en gestation sur le port. Encore une fois, d'autres projets. Vous savez, ça, on parle juste de Port-Saguenay, là. C'est au-delà de 1000 emplois qui pourraient s'installer là, 1000 emplois directs. Mais vous savez, lorsque on change nécessairement d'administration publique, les promoteurs, ils recommencent à compter leur histoire, c'est trop long. Ma région n'a pas le temps d'attendre. Moi, c'est pour ça que j'ai dit... je vais faire encore un mandat, on va essayer de mettre ça sur la table, on va justement s'impliquer encore une fois grandement, et ça, c'est pour ce qui est des projets privés. Maintenant, le gouvernement, il y en a des projets aussi pour la région, et moi, là-dessus, je vais pousser d'une façon intense parce qu'on a besoin de ça, puis il faut que ça fonctionne. D'ailleurs, on parle de projet de région. Il y a eu la rencontre dernièrement avec le premier ministre, le ministre Martin Coiteux, qui était de passage dans la région. Ils se sont même arrêtés ici à la baie pour parler, en fait, d'une stratégie de développement des régions. Là, au moment où on se parle, ce qui a été prévu pour les 5 prochaines années, c'est un montant de 30 millions pour les régions du Québec. À compter de 2021, si je ne me trompe pas, ce sera 100 millions. 100 millions, sur quoi on va investir ces montants-là? C'est sur des développements pour l'industriel? Ça va être des choix parce que ce qui est beau dans ce dossier-là, dans le fonds pour le développement des régions, c'est les régions qui décident. Il n'y a pas de mur à mur là-dedans, il n'y a pas de créneau particulier, mais il y a une chose qui est certaine. Là, on a fait un sommet économique en 2015. Il faut se rappeler, au mois de juin 2015, qui, lui, nous a permis de se définir ensemble dans notre région pour se dire, écoute, nous autres, ce qu'on veut développer, c'est tel créneau, et puis faut absolument que ce soit des dossiers qui ont une vision régionale. Donc, à partir de là, ce fonds-là vient aider les régions à mettre en place ces projets-là, participer avec les promoteurs pour que ça puisse se mettre en place. Encore une fois, c'est pour mettre du pain sur la table des gens. Ça fait que c'est ça l'objectif. Ce fonds-là, pour cette année, c'est 1 400 000 pour notre région. L'année prochaine, ça va être pratiquement 4 millions et ainsi de suite. Pour qu'au bout de la ligne, ça va être 17 millions qui vont être investis en collaboration, bien sûr, avec les promoteurs. Puis encore une fois, c'est pas dans les infrastructures du Québec, c'est pas dans les infrastructures de route, etc. C'est sur des projets qui créent de l'emploi, mais en collaboration avec les promoteurs. Et puis, là-dessus, c'est très clair, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, à partir du moment où on aura l'argent nécessaire pour backer nos entrepreneurs, pour backer nos promoteurs qui viennent chez nous, on va être des gagnants.
C'est ça l'objectif, d'autant plus qu'on sait vers où on veut s'en aller. Avec la table des préfets, on a une vision de développement avec ce qu'on a fait dans le sommet, parce qu'il y a eu 12 tables qui se sont planchées sur les différents dossiers. Ça a donné des priorités. On a 63 dossiers actuellement qui sont en attente d'investissement. Il va y avoir des réunions bientôt avec les préfets pour faire les choix dans lesquels on va investir, dans lesquels c'est plus promoteur pour que notre région sorte gagnante de tout ça. Les priorités sont là et c'est exactement ça. C'est exactement pour ça le Fonds de développement des régions. D'ailleurs, on parle des préfets. On a la MRC du Fjord qui fait partie, en partie du territoire de Dubuc. Il y a quelques dossiers qui concernent tout ça. On va débuter à l'Anse-Saint-Jean avec le Mont-Édouard. Oui. En fait, on sait, on a la nouvelle piste Super G qui nous amène des compétitions provinciales comme on n'en a jamais reçu, puisque c'est la seule homologuée au Québec. Là, on parle de nouvel investissement, en fait, du côté du Mont-Édouard de 800 000 $ pour bonifier le tourisme. Ça, c'est un investissement qui s'en vient, là. C'est un investissement qui est annoncé puis qui va être, envoyé là, avec, bien sûr, le développement touristique du Bas-Saguenay. D'autant plus, c'est le Mont-Édouard, ça va être au Mont-Édouard. Oui, le pourquoi, bon, vous en avez parlé, François, c'est la piste homologuée, qui est la seule au Québec. On sait que lorsqu'on fait des compétitions nationales, puis très souvent aussi possiblement internationales, ça amène des équipes, mais pas seulement pour 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ces gens-là viennent pratiquer sur les pistes. Et voilà qu'on avait besoin d'infrastructures pour faire l'enneigement de ces pistes-là rapidement. Donc, on va investir sur l'enneigement de ces pistes-là pour que lorsque on a un hiver qui est pas très bon pour le ski, bon, qu'on puisse enneiger rapidement. Ce qui prenait, je vous dirais, 3 mois avant, va prendre à peu près une semaine. Donc, à partir de là, ça va aider le Mont-Édouard dans son développement. Ça va aider la région dans son développement parce que lorsque vous avez la venue mettons 60 coureurs. 60 coureurs, là, on parle des équipes. On parle après ça des familles. Ça va s'étendre au niveau de l'hébergement, ça. Ça va à Chicoutimi, ça va juste au moment où on se parle, il y a près de 400 personnes qui sont au Mont-Édouard pour le critérium provincial. C'est 160 skieurs avec une 60aine d'entraîneurs. Les parents qui les accompagnent, c'est du monde là, dans le Bas-Saguenay. Exactement. Puis quand on dit c'est du monde dans le Bas-Saguenay, François, c'est du monde partout dans la région. Ben oui. Le Bas-Saguenay n'est pas capable de faire coucher tout ce monde-là, c'est impossible. Donc, à partir de là, il y a la baie, et puis il y a Chicoutimi, et c'est à peu près comme des tournois de hockey, ça, dans les différentes arénas. Donc, à partir de là, ça, c'est important, mais aussi le ski de haute route. Le ski de haute route, c'est très favorable pour la venue d'Européens chez nous. Oui. Pourquoi? Parce que, vous savez, une cabane au Canada, ils aiment ça. Bon, hein, on fait une image quand on fait ça, quand on dit ça, mais le Mont-Édouard est en train de développer, en haut du Mont-Édouard, en arrière-boutique, sont en train de développer des pistes de ski de fond avec des gîtes qui vont, parce que c'est plusieurs kilomètres de ski de fond, ces gens-là devront, puis c'est pas facile, là, le circuit n'est pas facile, ces gens-là ils vont pouvoir s'abriter dans des gîtes couchés, là. Et puis, c'est vraiment des cabanes, là, mais bien sûr avec la chaleur, etc. Il faut bien se comprendre, là. Mais effectivement, ces gens-là vont être... Puis actuellement, ces gens-là sont déjà là parce que c'est débuté, tout ça. Et là, on veut développer ça avec ce 800 000-là. Ça va nous permettre d'aller plus loin pour que les gens soient satisfaits quand ils partent d'ici puis qu'ils ont vécu un séjour exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en pleine nature, en plein bois, ils ont été bien reçus, ils ont eu des bons services, et c'est ça qu'on veut faire avec le ski de haute route. Encore une fois, le Bas-Saguenay va avoir la possibilité de se développer touristiquement, puis les gens vont être satisfaits, puis ils vont revenir. Oui. L'objectif, c'est qu'ils reviennent. Donc, à partir de là, je pense qu'on va être gagnant. Et le Mont-Édouard est un bel élément pour attirer les gens dans le Bas-Saguenay. Toujours avec la MRC du Fjord, il y a une consultation. En fait, on est dans les débuts, là, avec la MRC, concernant une voirie locale repensée. Oui. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement? De quoi il s'agit comme consultation? Qu'est-ce qu'on veut dire? Je vais vous donner des exemples, François. C'est que si vous allez sur le territoire, les municipalités disent ça souvent, écoutez, on a besoin tout le temps de sous pour entretenir des infrastructures, on reste sur un territoire immense. Oui. Donc, c'est mon collègue de Beau-Sud qui a fait la tournée au point de vue des consultations. Il a rencontré à peu près toutes les administrations municipales dans les différentes régions du Québec.
Et il a fait un rapport là-dessus qu'on a reçu pas plus tard que la semaine passée, qu'on va prendre connaissance. Mais dans ce rapport-là, on dit, regardez, y a-t-il moyen là, qu'on puisse travailler, un exemple, sur les chemins multiressources, des routes, là, pour donner encore une fois un exemple pour que les gens comprennent bien, ceux-là qui connaissent Saint-Félix, vous savez, dans l'arrière-boutique, quand tu t'en vas vers pas la pourvoirie, mais la ZEC qui est là, hein, en arrière de l'église, là. Oui. C'est une route qui est... D'abord, il y a des maisons sur cette route-là. Il y a des chalets sur cette route-là. Avant d'arriver à la barrière bien, cette route-là, là, souvent, elle est laissée pour compte. Pourquoi? Parce que la municipalité n'est pas en mesure de l'entretenir. Vous parliez des nids de poules tantôt. Ça, c'est pas des nids de poules, mais on va vous dire plus, c'est plus des poulaillers que des nids de poules. Des nids d'autruches. Donc, effectivement. Donc, c'est ce genre de... Les municipalités ont fait une liste d'inconvénients qu'ils ont par rapport à l'entretien des infrastructures, peu importe l'infrastructure. Ouais. Et puis, ce rapport-là dit au ministère des Finances et puis au ministère des Affaires municipales, regardez, ce qu'on voudrait pour nous aider, là, c'est l'ensemble de ce qu'on recommande. Ce n'est pas des recommandations de députés, ce n'est pas des recommandations du gouvernement, c'est des recommandations qui sont directes sur le terrain, c'est-à-dire avec les municipalités. Et puis, on va s'assujettir à ça dans le prochain budget. C'est ça l'objectif, et c'est ce genre de consultation-là qui est extrêmement importante pour se mouler aux besoins de la population. Quand on se moule aux municipalités, on se moule aux besoins de la population parce que son rôle, la municipalité, dans son analyse, c'est justement correspondre aux besoins de leurs concitoyens pour avoir une meilleure qualité de vie, s'assurer que tu démolis pas ton auto quand tu te promènes sur les routes et s'assurer qu'au bout de la ligne, les gens sont bien chez eux. Oui, tout à fait. Puis en parallèle, si on veut créer de l'achalandage dans le Bas-Saguenay puis dans la MRC, ça va prendre des artères praticables. On se comprend. Parce que s'il y a plus de voitures, sinon ça va mal aller demain matin. Quand tu es plus souvent au plafond que sur son siège, c'est comme un problème. OK? Écoutez, on va y aller parce que là, on me fait signe qu'on on va parler. Je voulais aborder en fait le dossier de la phase 2 de l'autoroute. Oui. Parce que là, on est heureux depuis quelques temps. On va beaucoup plus vite à Alma, disons, ou à Chicoutimi même. Mais c'est pas terminé, là. C'est supposé commencer littéralement à la baie. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? Il y a quelqu'un qui m'a dit, qui travaille à Jonquière, justement, qui m'a dit qu'il sauvait 10 minutes par jour. Parce que là, on n'a plus l'embouteillage de la base. Hein? On a Dieu sait comment est-ce qu'on attendait. On sauve beaucoup d'irritants. On est au bout des pistes quasiment quand on voulait s'en aller à la Jonquière. Mais là, c'est réglé. Ça veut dire, ce 10 minutes-là, c'est là, à peu près là que ça se passe. Là. Donc, puis on peut circuler plus aisément, plus rapidement parce que la vitesse est plus importante. Ouais. Donc, ça veut dire être prudent, puis ça va bien. C'est très fluide. Ça, c'est une préoccupation que j'avais. Et puis, dans les prochains mois, vous allez voir, dans ce dossier-là, encore hier, j'étais avec le premier ministre. Le premier ministre a bien dit que l'autoroute Alma-Labbé, on va la faire d'un bout à l'autre. Et puis, on était avec des gens d'Alma. Préoccupation d'Alma, c'est justement, c'est que les routes d'Alma, le boulevard qui sort d'Alma, puis ça allait rejoindre la future autoroute. On a parlé hier, encore une fois, de la partie qui est du lac Saint-Jean, Saint-Bruno, là, parce que c'est contournement de Saint-Bruno. Et effectivement, le pourquoi je suis en politique, c'est ce genre de dossier-là, moi, qui me passionne. Ça fait qu'on verra lors de la prochaine campagne, mon cher ami. Bon, ben, okay? Excellent. Dans notre prochain rendez-vous, on continuera de parler de voirie puis d'autoroute et de ces beaux dossiers-là. Exactement. Mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent également. Très, très, très rapidement, sur quoi on porte notre attention dans les prochaines semaines? D'abord, on va porter notre attention sur le système de santé. Oui. J'entendais parler de ça d'entrée de jeu tantôt. Vous savez, Dr Barrette, mais Dr Barrette dit une affaire, là. C'est que, honnêtement parlant, là, quand vous rouvrez votre GPS, il faut que le GPS, pour vous dire où est-ce que vous allez aller, il sache où vous êtes. Rappelez-vous qu'en 2014, le système de santé, tout le monde dit ça n'a pas de bon sens, ça coûte bien trop cher, puis on attend, puis ça n'a pas de bon sens. Puis c'est quoi qu'a fait le Dr Barrette, malgré tout ce qui se dit? OK, malgré tout ce qui se dit. Il a travaillé pour que le système de santé soit digne d'un système qui répond aux besoins de la population. Il a travaillé sur, bien sûr, les hôpitaux dans notre région étaient tous en compétition. Tu voulais aller à Alma? Non, tu ne pouvais pas y aller. Pourquoi? Parce que, il disait, moi, on s'occupe de nos patients, nous autres, c'est des gens de notre coin de pays. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Il a mis la loi 10, il a dit, maintenant, c'est une seule façon de penser, vous allez couvrir les besoins de la région. Ça fait que c'est la raison pour laquelle la loi 10 est là. C'est quoi qu'il a fait après? Il a dit au docteur, vous ne voulez pas travailler? Vous allez devoir travailler. Je m'excuse, mais vous allez devoir travailler. Je m'excuse encore une fois. Ça m'arrive des fois, bon. Ça fait que la réalité veut que Dr Barrette,
il est extrêmement agressif même pour le bien des patients. Quand il dit au médecin, écoutez, il faut que vous fassiez plus d'heures, OK? Il a fait la loi 20, puis il a mis la loi 30 après, pour s'assurer qu'il y a une assiduité, que les docteurs répondent aux besoins de la population. On a mis en place des GMF. Ça n'existait pas avant. On avait dit qu'on en mettrait 350, on est rendu à 360 quelque chose, là, OK? Ça, on a dépassé. Oui. On a dépassé. Pourquoi? Pour le bien de la population. Ça a l'air de rien, Dr Barrette, mais vous dire une affaire, il ne fait pas l'unanimité chez les médecins. Pourquoi? Parce qu'il est exigeant. Il est exigeant pour qui? Pour le patient. Le patient, c'est vous, c'est moi, c'est ma famille. C'est qu'il veut qu'on ait un service digne de ce nom quand on rentre dans le système de santé, puis il fait tout pour que la facilité, pour que ça soit facile d'entrer dans le système de santé, avec les GMF, avec les cliniques, les super cliniques qu'on appelle, là. Oui. C'est pas l'unanimité des docteurs, ça, OK? Les super cliniques, on veut en mettre 50 en place, il y en a 26 demi, pour la fluidité, pour que les gens aient accès au système de santé. Ça dérange. C'est sûr que quand on dérange, c'est quoi qu'on fait? Ben, on s'en va dans la rue avec des pancartes, puis on dit « Hey, c'est pas drôle, il nous brosse la cage. » Oui, il nous brosse la cage. Pourquoi? Parce qu'il veut que le patient soit bien servi, que vous ayez accès à votre système de santé, puis que vous soyez heureux en fonction des services que vous allez avoir. C'est ça son objectif. J'en dirais long parce que j'en ai plein de détails dans la tête, mais vous m'avez dit qu'on n'avait plus de temps. Bon. Écoutez, merci beaucoup. On se revoit très bientôt pour poursuivre nos dossiers. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi.